Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière, étant donné que je vais vous parler de la tétralogie de Fallot, donc une malformation cardiaque que j'ai et que j'ai commencé un petit peu à en parler sur mes réseaux sociaux, enfin sur Instagram notamment, où j'ai fait des stories, j'ai fait un post et je voulais venir un petit peu en parler également sur YouTube, déjà pour toucher d'autres personnes et également pour pouvoir en parler différemment vu que sur YouTube c'est une vidéo et du coup je vais en parler un petit peu plus longuement, on va dire. Petit disclaimer, c'est une vidéo de 25 minutes uniquement en face caméra. C'est un sujet qui n'est pas du tout évident pour moi à aborder et il faut savoir que c'est quelque chose que moi j'ai fait du déni pendant plusieurs années par rapport à ce sujet. Donc ça va être un petit peu brouillon sur tout le contenu de la vidéo. Bref, je vous souhaite un bon visionnage. Sur ça, j'ai donc mis une boîte à questions et je vais donc y répondre maintenant et je vais un petit peu déborder des questions, voilà, un petit peu en parler de manière globale. Je vais vraiment vous parler de moi, mon expérience. Moi maintenant j'ai 29 ans, la vieille. Et du coup j'ai pas mal de recul par rapport à tout ça. Et du coup si quelqu'un a envie d'en parler, d'échanger, s'apporter du soutien, voilà pourquoi je fais vraiment cette vidéo, c'est surtout dans ce but là. Donc là je suis avec ma soeur, je suis avec Maureen, donc avec ma jumelle. Et du coup elle est là, et enfin elle est derrière l'écran. Et du coup elle va me dicter les questions que j'ai pu recevoir par rapport à ce sujet. Donc bah c'est parti pour la question 1. Bon, première question, qu'est-ce que c'est la tétralogie de Fallot? Alors la tétralogie de Fallot, qu'est-ce que c'est? C'est une malformation cardiaque. En gros le cœur a 4 anomalies, mais je vais faire un schéma simple parce que c'est un peu compliqué. En gros, comme vous le savez, le cœur, c'est un peu la pompe du corps humain. Et du coup, il y a du sang oxygéné et du sang non oxygéné qui circule dans le cœur. Et du coup, il fait son petit bonhomme de chemin. Et moi, en fait, vu que mon cœur, il est un petit peu bordélique, le sang se mélange. Et du coup, j'ai toujours un sang qui a une faible oxygénation. Voilà, qui est faible en oxygène. Du coup, en gros, c'est ça. Du coup, c'est vraiment le cœur qui est un petit peu défaillant. Donc, du coup, en soi, moi, quand je suis née, on disait que j'étais bleue parce que j'avais un sang peu oxygéné dans le corps. Et du coup, j'avais les lèvres bleues, les mains bleues, voilà. Parce que du coup, j'avais un manque d'oxygène dans le sang. Voilà, donc, en gros, c'est ça. Quand est-ce que tu l'as découvert? Alors, moi, j'ai pas découvert. C'est mes parents qui l'ont découvert pendant une échographie. Donc, j'étais encore dans le ventre de ma maman. Je pense à la deuxième ou troisième écho où du coup, le médecin leur a dit, bah tiens, il y a un petit problème. Du coup, à ce moment-là, ils savaient pas vraiment quelle était l'ampleur du problème. Parce que bah, sur une échographie, bah, on peut pas non plus tout voir. Ils savaient qu'il y avait une petite anomalie. Ils savaient pas laquelle, et du coup c'est vraiment quand ma mère a accouché, qu'on a fait plus d'examens, qu'ils ont vraiment su ce que c'était. Donc soit mes parents étaient au courant bien avant ma naissance que j'avais déjà un petit problème au cœur. Oui. Est-ce que ta sœur a elle aussi cette malformation? Alors du coup j'ai une soeur jumelle et du coup... Mais tu l'as déjà dit vu que tu as dit que j'étais là. Oui, bon. Bon, du coup ma soeur jumelle n'a pas de malformation cardiaque, elle est née en très bonne santé. Du coup, une autre question, c'était est-ce que je peux en guérir? Alors la réponse est non, étant donné que bah, c'est une malformation, elle est là et elle sera toujours là. Alors on peut améliorer, mais on peut pas guérir. Et en fait, on vient améliorer le mécanisme de mon cœur, mais c'est pas tip top. Et là, pour vous dire, je vais certainement devoir me refaire opérer. Parce que bah voilà, je grandis, j'évolue, mon cœur aussi, et du coup bah les réparations qui sont faites dessus, bah il faut les refaire, voilà. Donc du coup je ne peux pas en guérir, j'aurai toujours des petites défaillances, mais on peut améliorer, on va dire, mon quotidien, voilà. Du coup moi j'ai suivi 3 opérations. Une première, je crois que j'avais 2 mois, donc vraiment j'étais toute petite. Après une quand j'avais 3 ans et une quand j'avais 14 ans. Est-ce que tu as vu des changements suite à ces opérations? Alors oui, alors entre la première et la deuxième, non, parce que je m'en souviens pas, donc sûrement il y a dû avoir des améliorations, mais je m'en souviens pas. Mais du coup la deuxième et la troisième, oui. Il faut savoir que moi, du coup les conséquences de cette malformation, c'est que je suis très facilement fatiguée, je me fatigue très vite. Et du coup j'étais H24 sur le dos de ma soeur, elle me trimballait de partout, j'étais sur son dos et elle me portait. Ou sinon, par exemple pour aller au bus, de chez moi au bus, on y allait à pied, et bah je m'attrapais à son cartable et elle me tirait. Donc voilà, j'avais vraiment besoin d'une aide humaine pour me déplacer. Donc c'était pas vraiment flagrant, enfin on le faisait vraiment très naturellement après quand j'étais au collège et tout, mais j'avais pas, quand j'allais en sport, pareil, je m'attrapais au sac de ma pote et celle qui me tirait, en fait, j'avais besoin un peu d'une aide, d'une aide humaine pour un peu faire des longs trajets, quoi. Voilà, j'avais un petit peu besoin de ça. Aussi, j'ai eu du retard dans tout ce qui était croissance, hormones, etc. Donc moi, j'étais réglée extrêmement tard par rapport à ça. Et du coup, suite à mon opération, j'étais un peu plus autonome dans mes déplacements. Voilà, j'ai moins besoin qu'on me porte et tout. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et puis du coup, j'ai pu un peu plus me développer
on va dire, voilà, mon corps a pu se développer un peu plus naturellement. Et aussi, j'ai pris du poids. Et je pense que c'est suite à cette opération, parce que du coup, vu que mon cœur, en fait, c'était très fatigant pour mon cœur de faire tout le travail qu'il faisait. Et ben en fait, il puisait beaucoup d'énergie. Et donc, quand j'ai eu ma dernière opération, c'était moins énergivore de fournir autant d'efforts pour le même résultat, on va dire. Et du coup, j'ai pris un petit peu de poids. Moi, je pense que ça vient de là. Je vois pas d'autres explications, mais du coup, voilà. Du coup, ça montre que mon corps devait fournir un petit peu moins d'efforts pour subvenir à ses besoins fonctionnels, on va dire. En quoi ça a un impact sur ta vie? Alors aujourd'hui, ça a un impact. Alors, c'est des impacts plutôt légers, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de ouf, mais il y a plein de petites choses qui vont venir un petit peu m'emmerder. Enfin, m'emmerder. Bah, déjà, voilà, je me fatigue encore très vite. Par exemple, voilà, du coup, quand je fais du cheval, par exemple, faire mes concours de dressage. Ça me fatigue de fou. Plein de fois, je suis ressortie et je vomissais avec mes reprises de dressage. Alors qu'on n'est pas censé vomir après une reprise de dressage. J'ai toujours quand même une mauvaise oxygénation du sang, même encore aujourd'hui. Et du coup, par exemple, là, tous les hivers, j'ai des engelures au niveau des pieds notamment. J'ai toujours froid, globalement froid. J'ai du mal à me réchauffer. Voilà, c'est un peu des trucs comme ça, un peu relou par rapport à ça. C'est rien d'handicapant, mais il y a plein de petits trucs relous comme ça, voilà. Comment les autres membres de ta famille l'ont vécu? Alors, je trouve cette question super drôle, parce qu'en fait, on n'en parle pas du tout dans ma famille. Moi, mes parents m'ont vraiment élevée comme mes sœurs, en faisant aucune différence. Et pour vous dire, une année, on est parti au ski. Donc, c'était avant ma troisième opération, donc c'était, je pense, j'avais 8-10 ans, donc mes parents m'amènent au ski, voilà, l'hiver, on va au ski une semaine, voilà, en vacances, quoi. En fait, comme vous le savez ou non, quand on va au ski, on est souvent haut en altitude. Et plus on va haut en altitude, moins il y a d'oxygène. Et moi, vu que j'ai pas trop d'oxygène en moi, et bah plus on va haut en altitude, plus c'est compliqué pour moi de respirer et de vivre en fait en haute altitude, on va dire. Et du coup, on part au ski. Et là, ça allait plutôt bien. Petit arrêt sur image, la vérité vient de me revenir. En fait, du coup, on monte sur les pistes, je fais 1 ou 2 pistes, et là, je suis vraiment malade, je rentre pas bien, je vomis et tout. Du coup, mes parents décident d'arrêter le ski pour moi. Et je n'ai pas pu skier de la semaine, vu que c'était beaucoup trop en altitude pour moi, donc je ne pouvais pas, en fait, faire du sport à ce niveau-là. Donc je pouvais vivre normalement, voilà, mais je pouvais pas faire du sport. Et vu que le ski est un sport, et ben je n'ai pas pu skier pendant toute cette semaine de ski. Et donc j'ai passé ma semaine de ski dans le chalet que mes parents avaient loué. Et en fait ça montre qu'en fait mes parents, ils en ont tellement un non-sujet qu'ils ne sont même pas posé la question 2 secondes de dire « Ah, si on loue un chalet à telle altitude, ça peut poser problème ». Pas du tout. En fait c'est vraiment un non-sujet. Moi j'ai vraiment appris à vivre avec et à trouver plein de petites façons de pallier à tout ça. Qu'en fait, voilà, c'est comme si ça n'existait pas. Et bon, là, du coup, la réalité nous a un peu repris en pleine face, quoi, à tout le monde. Donc, mes parents ont un petit peu culpabilisé quand même. Mais en soi, ils allaient skier, hein. Moi, ils me laissaient dans le chalet. Et ça alternait et tout, et quand même skier. Mais voilà, en fait, on n'en parle pas. Je pense avec ma grande sœur, je pense que j'ai jamais eu de discussion avec elle par rapport à ce sujet. Et avec ma sœur jumelle, on en parle très rarement. Franchement, c'est un non-sujet. On n'en parle pas. C'est là, mais c'est pas là. Voilà. Et vu que même moi, du coup, j'ai pas été élevée dans ce truc de « Ah, t'as de malformation, il faut faire attention à toi ». Et du coup, je montre pas forcément quand ça va pas bien ou en fait, je prends sur moi et parce qu'en fait, on n'en parle pas. Pourquoi est-ce que tu as dû avoir un corset? Ah, alors du coup, pourquoi j'ai dû avoir un corset? Parce que du coup, ce sont des opérations qui sont à cœur ouvert. Et du coup, les chirurgiens sont obligés de venir ouvrir ici. Donc au niveau du sternum, donc quand j'étais vraiment petite, en fait c'était les trois à cœur ouvert. Et du coup quand ils viennent vraiment casser l'os du sternum. Et en fait quand il s'est consolidé et que j'ai grandi, en fait vu qu'il était moins solide qu'un sternum normal de personne qui se fait pas opérer et pas du coup fissurer le sternum, et vu qu'il était un peu moins solide, et il était moins moins costaud. Donc quand j'ai grandi, ça a un petit peu dévié et du coup ça a un peu tout perturbé le bordel et donc j'ai eu une scoliose. J'ai également du coup un poumon et demi, donc j'ai un poumon normal et un plus petit poumon parce que du coup mon cœur est plus gros vu qu'il est censé faire plus de travail, du coup vu que c'est un muscle
et ben il prend de la place et du coup j'ai un petit poumon et du coup tout ça, ça en fait ça désorganise et déséquilibre un petit peu tous mes organes internes. Et du coup quand j'ai grandi et que voilà, vers les 10-12 ans j'ai commencé vraiment à faire un peu ma poussée de croissance, et ben tout cette désorganisation interne et le fait que j'avais un sternum un peu moins costaud, et du coup un peu voilà, c'est ce qui fait que ça guide un peu le bordel. Tout est parti dans le mauvais sens et du coup j'ai eu une scoliose et donc j'ai dû porter un corset. Voilà. Pendant combien de temps? Du coup je l'ai eu, je pense, de mes... J'étais en 4e, donc je sais pas, 14 ans, 13-14 ans, jusqu'à bien mes 18 ans. Voilà. Donc j'ai eu collège. Avant ta troisième opération? Oui, et du coup je me souviens très bien parce que du coup j'ai eu, je crois que j'ai porté mon corset, je pense, 6 mois. Après j'ai eu mon opération. Et du coup, je pouvais plus porter mon corset après l'opération. Pendant un mois, j'ai plus dû le porter. Et on m'a dit, ah, bah on est retombé de zéro. Donc en fait, le peu que j'avais gagné en 6 mois de corset, j'ai tout reperdu en un mois suite à mon opération, qu'on a dû tout reprendre du début. Bon, aujourd'hui, j'ai toujours ma scoliose, hein, toujours un peu bossu et tout le bordel. Hein. Mais bon, maintenant, c'est fini, j'ai arrêté de grandir. Donc, bah voilà, il n'y a plus rien à faire, quoi. En soi, c'est fini. On a limité la casse, quoi. Et quel est le regard des autres par rapport à, notamment ton corset quand tu l'avais à l'école? Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, je touche vraiment du bois, j'ai vraiment eu aucun problème, mais je pense que c'est vraiment dans la façon où je l'ai porté entre guillemets, c'est que vu que pour moi c'est un non-sujet, quand j'allais au collège et que je l'avais, c'était un non-sujet aussi là-bas, en fait personne ne m'en a jamais parlé, mais vraiment, et je trouve ça fou que j'ai pas du tout eu aucun regard, aucune parole, enfin Du coup là j'ai 29 ans, donc ça remonte quand même à quelques années, mes années collège-lycée. Et quand j'y repense, il n'y a jamais eu un seul regard ni rien. Surtout qu'au collège, vu que je l'ai en 4e, bah, mes potes de 6e, 5e, je les avais aussi en 4e. Et du coup, ils me connaissaient avant, donc ils ont eu le avant-après. Et le jour où je suis arrivée avec, il n'y a juste rien eu. Je pense que ma meilleure amie, même je pense à ma meilleure amie, je ne l'ai jamais... Alors, elle le voyait, elle savait, mais même, je ne l'ai je pense jamais expliqué réellement ce que j'avais. Enfin, vraiment, c'est vraiment tellement un non-sujet pour moi que là où j'allais, en fait, on ne m'en parlait pas parce que je faisais comme si de rien n'était. Donc, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et pour vous dire, en fait, c'est assez curieux. Alors, je sais pas s'il y a eu une intervention d'un prof pour dire, bah, attention, faut pas se moquer, faut pas machin, parce que vraiment, il n'y a rien eu. Et en fait, là, il y a quand même... plusieurs événements qui me viennent en tête. Du coup ça se voyait que j'avais un corset, même si moi je le mettais sous mes habits, donc voilà, j'avais toujours des habits amples et tout pour un peu le cacher et tout, mais en soi il se voyait quand même. Et je sais qu'il y avait un mec dans ma classe que j'aimais pas. C'est un mec, on parlait pas plus que ça, et un jour il se retrouve derrière moi et il tanne ma meilleure amie pour qu'elle lui dise bah qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce que c'est là. Et donc ma meilleure amie lâche le morceau d'un moment. Et je me dis, ah ça y est, tout quoi, je vais être au courant le lendemain et tout. Et du coup, ils étaient dans le même bus. Donc c'est le soir en rentrant qu'elle lui dit bah, ce que j'avais. Et après, du coup, elle me fait un message. Oui, mais est-ce que t'avais quoi? Bah, j'avais un corset, oui, mais du coup, j'avais un corset et tout. Enfin, tu vois, elle a mis des mots sur un truc que dans moi, je n'avais jamais posé de mots en fait. Et du coup, je me dis, ah là, il va l'avoir dit à tout le monde. C'est un peu le genre de mec qui a facilement la vanne facile, qui peut facilement être un peu. Voilà, aujourd'hui on leur a dit harceleur comme à l'époque, il n'y avait pas tous ces termes-là, mais un peu facilement là-dedans, quoi. Et en fait, il a juste rien dit, ni à ses autres potes, ils auraient pu clairement me charrier le lendemain, ni même, il n'est pas venu me voir non plus. Enfin, du coup, je sais qu'il savait, lui aussi, enfin, on sait mutuellement, mais il n'y a jamais rien eu parce que je pense, vu que c'est un non-sujet, clairement, on ne venait pas m'en parler. Et puis, bah, du coup, moi, à l'école, moi, je faisais le sport. À l'école, du coup, je l'enlevais pour faire sport, bien évidemment, mais j'avais pas à le remettre. Du coup, j'avais un sac cabas, et donc, avant sport, je l'avais sur moi. J'allais en sport, je l'enlevais mon corset, et après, je mettais mon sac cabas, et je me trimballais toute la journée avec mon sac cabas, et mon corset dans mon cabas. Et pareil, personne n'a jamais tiqué, personne n'a jamais rien dit, alors que j'avais dans un cabas, enfin, qui a son corset dans un cabas? Et donc, je pense que c'était tellement un non-sujet que personne ne m'en a jamais rien dit. Et après, pareil, au lycée, du coup, je suis arrivée, je l'avais déjà. Et pareil, en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai eu aucun regard, aucune parole, rien de déplacé par rapport à ça. Et du coup, je remercie beaucoup les gens de toutes mes classes d'avoir eu ce comportement. Parce que franchement, du coup, j'ai plutôt bien vécu. Du coup, voilà, c'était compliqué. Mais en tout cas, au collège, lycée, c'était pas compliqué de le porter au collège ou au lycée. Voilà. Donc pour moi, pour le coup, le regard des autres, je l'ai plutôt bien vécu. Et tu dis que c'était pas compliqué, mais
Comment toi t'as vécu les raccourcis? Moi personnellement j'ai plutôt mal vécu. J'étais... mais encore, c'est assez compliqué parce qu'en fait, moi, quand on me l'a dit et tout, c'était plutôt dur à déjà encaisser le fait que un corset. Ce que j'ai le plus mal vécu, c'est tous les rendez-vous à l'hôpital, la façon dont la prise en charge a été faite. Moi, j'y allais tous les jeudis. Donc, tous les jeudis, je loupais le matin d'école pour aller à l'hôpital pour faire des mesures, faire des radios, faire le moulage, etc. Après, une fois j'avais le corset, je sais pas, je pense que j'avais des vérifications tous les mois. Donc voilà, j'allais quand même régulièrement à l'hôpital à ce moment-là. Et c'est vraiment la prise en charge que moi j'ai extrêmement mal vécue et qui a été dure à encaisser. Mais comme je vous le disais, vu qu'en fait on en parlait très peu aussi chez moi, on n'en parlait pas de ça. Pour vous dire en fait, du coup j'étais censée le mettre jour et nuit, enfin tout le temps. Moi je l'enlevais juste pour monter à cheval et les jours où j'avais PS, du coup, mon cours de PS et la fin de journée de PS, je le mettais pas vu que j'arrivais pas à le remettre toute seule. Du coup, c'est ma mère qui m'aidait à le mettre tous les matins. Mais pareil, en fait, c'est fou parce qu'en fait, on n'en parlait pas. Ma mère, elle venait, elle m'aidait à le mettre, elle repartait, mais il n'y avait pas... C'est pas un moment cool ou quoi. Non, elle venait, elle me le mettait, elle repartait. J'ai vraiment cette sens, des souvenirs que j'en ai. Mais aussi, je pense que j'ai fait un gros déni par rapport à tout ça. J'ai fait un gros clivage dans mon cerveau et tout. Mais du coup, du peu de souvenirs que j'ai, c'est vraiment, voilà, elle venait, elle me le mettait, elle repartait. Moi, j'allais du coup à l'hôpital tous les jeudis, ou très souvent les jeudis matins. J'y allais, je loupais les cours, je subissais ce que je devais subir, qui était très dur à vivre. Et après, je retournais au collège, mais comme si de rien n'était, quoi. Il y avait ma pote qui prenait les cours, mais voilà. En fait, vraiment, je pense aussi que je clivais un peu mes différentes vies. Au collège, à la maison, l'hôpital, c'est l'hôpital. Et je mélangeais pas tout ça. Et du coup, c'est vraiment un peu, voilà, du coup, c'était un peu ça, comme mon moyen de défense. Mais du coup, ouais, moi, vraiment, ce que j'ai vraiment mal vécu, c'est vraiment, hôpital, la prise en charge hospitalière par rapport à ça qui était plutôt compliqué à vivre. Enfin, en fait, pour le coup, là, je viens de penser, du coup, au regard des autres. C'est plus le regard des médecins qui était dur à vivre que le regard de mes camarades, ou ma famille, ou des gens dans la rue et tout. Qui était dur à vivre. Moi, c'était vraiment le côté hospitalier qui était vraiment compliqué voilà, qui était dur, quoi. Aussi, c'est un truc dans le regard des autres, mais c'est vrai que moi, ça me fait toujours sourire. On me demande toujours si je suis fumeuse, alors que pas du tout, je fume pas, mais du coup, j'ai une voix assez, je sais pas, assez enrouée. On me dit, ah, mais vas-y, règle-toi la gorge, là, on sent que t'as besoin. Pas du tout. Et du coup, en fait, c'est le fait d'avoir été intubée plusieurs fois quand j'étais vraiment petite. Ça m'a un petit peu abîmé, du coup, la trachée. Et du coup, j'ai une voix... ouais, les cordes vocales. Et du coup, j'ai une voix assez rock, enfin, assez chelou, quoi. Donc, mais du coup, les gens, je leur explique, je dis, bah non, enfin, voilà, c'est ma voix. Même pas, je leur explique pas, je dis non, bah c'est ma voix. Et voilà. Mais aussi, je pense que je réponds d'une manière assez... dure et du coup ils ne rentrent pas dans le sujet parce qu'il y a peut-être aussi un gros problème par rapport à moi qui a du mal aussi à en parler parce que vu que j'en ai jamais parlé, c'est pas quelque chose qui vient facilement sur le tapis. Et là franchement l'exercice que je fais avec vous, c'est l'une des rares fois, même des premières fois où j'en parle autant parce que j'en parle pas en fait, c'est un non-sujet du début à la fin ce truc. Et du coup voilà, c'est vrai que voilà. Donc du coup pour la voix, voilà, du coup voilà, des fois on me dit ah t'es pas une ancienne fumeuse, ah tiens t'es pas un peu enrouée, donc je dis bah non. Et soit je développe ou pas, mais je développe très peu. Enfin, je développe jamais au point de dire j'ai une interrogée de phallus ou quoi. Je développe juste, bah non, soit c'est ma voix, ou non, bah oui, j'ai été opérée quand j'étais petite, du coup j'ai été entubée, et du coup, il y avait ça comme répercussion, mais voilà. Du coup, ça me pensait aux opérations. Du coup, j'ai des cicatrices, donc une là et dans le dos. Et en fait, c'est des cicatrices que moi je vois pas. Enfin, quand je m'habille et tout, je le vois pas, sauf quand je me regarde dans le miroir, et même dans le dos, je les vois pas. Et du coup, je pense aussi que ça. Du coup, en fait, je me vois pas. Ça vient pas j'ai pas de complexe par rapport à ça parce que je le vois pas en fait. Et vu que le regard des autres, soit je remarque pas qu'ils me regardent chelou, ou soit ils sont juste super cool et ils me regardent pas chelou. Et bah du coup j'ai eu aucun complexe par rapport à ça, par rapport à mes différentes cicatrices que je peux avoir dans le dos ou au niveau du sternum. Du coup pour moi c'est vraiment toute la partie hospitalière qui était le plus dur. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est d'une violence. L'hôpital est violent, les personnels sont violents. Moi je trouve que c'est vraiment une violence hospitalière qui n'est pas assez... maltraitance. Ah oui, une maltraitance. Tu dis quoi, une violence? Violence, ils sont pas violents. Bah si, dans leurs propos ils sont violents. Oui. Hein. Donc c'est vraiment, je trouve, une maltraitance hospitalière qui a fait que ça a été vraiment très dur pour moi. Et je trouve que malheureusement on n'en parle pas assez. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que j'aurais plein de choses à raconter. Et du coup je me dis, ça peut être pas mal de partager mon expérience, parce que moi j'aurais aimé quand j'avais 14 ans
avoir des gens vers qui me tourner, vers qui échanger pour pouvoir je sais pas, partager d'expériences, partager un peu un peu nos histoires et tout. Moi c'est quelque chose que j'aurais aimé, que j'ai pas eu parce que j'ai peut-être pas su me tourner vers ça, parce qu'à l'époque il n'y avait pas YouTube, il y avait moins, etc. Et donc je me dis voilà, je pose ça là, je fais cette vidéo ici pour vraiment s'il y a des gens qui ressentent le besoin, s'ils veulent échanger avec moi, il n'y a pas de souci. Parce que moi j'aurais aimé rencontrer quelqu'un qui ait subi les mêmes choses, parce que du coup j'ai vu un psy, mais cette dame n'a pas subi les mêmes choses que moi, ne sait pas ce que c'est dans le quotidien. Et donc voilà, vraiment de la pérédance, on appelle ça de la pérédance, quand l'expérience personnelle peut être donnée aux autres. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc si quelqu'un a envie de venir échanger ou demander des conseils, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions, si vous voulez que ma soeur intervienne et qu'elle dise qu'est-ce que ça fait d'avoir une soeur avec ce genre de pathologie. Bon, même si elle n'aura rien à dire vu que c'est mon sujet chez nous. Voilà, si vous avez des questions, bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Salut, salut!